Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Puisque les 100 jours, ce sera le 26 juillet, mais le président de la République nous avait promis des mots pour le jour de la fête nationale, des mots qui ne viendront pas. Nous sommes en compagnie de Paul Melun, essayiste et éditorialiste, auteur de Libérer la gauche, publié aux éditions du Cerf. Bonjour Paul Melun. Bonjour Philippe, merci de votre invitation. Avec plaisir. Tout d'abord, comment expliquez-vous cette absence de prise de parole qui divise jusque dans la majorité? Moi, je l'explique finalement par deux facteurs. Je pense que le premier, et je vous avoue que c'est le facteur qui m'échappe le plus, je pense que le président de la République choisit son moment, comme disent ses porte-paroles, et qu'il fait là preuve d'une certaine stratégie communicationnelle. Probablement que certains de ses communicants lui ont dit « Monsieur le Président, vous feriez bien de ne pas intervenir maintenant, mais plutôt dans quelques jours, pour une raison qui m'échappe. » Et puis la deuxième raison m'intéresse bien davantage. Je pense qu'effectivement, le Président de la République, s'il s'exprimait, devrait commenter un certain nombre de sujets sur lesquels il est, je dirais, assez inapte à parler. Je pense par exemple aux émeutes. Je pense par exemple à ces fameux 100 jours de l'apaisement, qui finalement sont effectivement 88 jours, et qui n'ont rien apaisé du tout. Où nous avions eu, pendant ces 100 jours, des casserolades, un homme qui dans la rue à Annecy a poignardé des enfants, où nous avons eu des émeutes terribles ces derniers jours. Donc, si vous voulez, c'est effectivement un échec cuisant. Et je pense que le logiciel intellectuel, mental, politique du macronisme est inadapté pour comprendre ces défis contemporains. Le président de la République s'est illustré comme un expert des sujets, par exemple, économiques ou internationaux. On peut lui reconnaître quelques qualités, encore que ce serait discutable, mais dans ces domaines. En revanche, je pense que sur les aspects civilisationnels, qui sont les aspects, à mon avis, aujourd'hui à l'origine des crises et des troubles que nous traversons, je pense que là, il n'a pas les réponses, peut-être même qu'il le sait lui-même, et je pense que c'est aussi pour cela qu'il n'est pas en mesure de s'exprimer, qu'il n'est pas en mesure de commenter ce qu'il se produit. Il a tenté de parler de décivilisation à un moment donné pour essayer de donner sa pensée. C'était d'ailleurs avant les émeutes, absolument. Et c'est quasiment, comment dirais-je, prophétique. Encore que d'autres avant lui, commencé par le préfaceur de Norbert Elias il y a fort longtemps, employaient ce terme à des escients bien sûr différents, mais il n'en est pas comment dirais-je, le dépositaire. En revanche, je crois qu'il a beaucoup de mal, ce président et son gouvernement, ils ont beaucoup de mal à comprendre les troubles qui traversent notre société aujourd'hui. Paul Melun, son entourage, vous avez dit qu'il était un peu maître il choisissait le moment, il est encore un peu maître des horloges. Son entourage a dit qu'il allait s'exprimer dans les jours à venir. Est-ce que c'est pas contre-productif de dire par exemple, j'attends le 26 juillet, pourquoi le 26 juillet? Parce que ça fera pile 100 jours. Est-ce que les Français pourraient comprendre cet artifice? Parce que dans 12 jours, par exemple, il n'aura pas grand-chose de plus à dire sur les émeutes ou sur quoi que ce soit. Bien sûr. Et il y aura encore plus de Français en vacances. Absolument. Les 12 jours supplémentaires, si vous voulez, évidemment, qui ne vont pas révolutionner la France, ce serait totalement absurde. D'ailleurs, 100 jours non plus ne révolutionnent pas la France. Vous savez, le général de Gaulle, lui, pensait la France en siècle. Emmanuel Macron, il pense la France en 100 jours. Et donc, ça montre bien, si vous voulez, la vision pour le pays qu'a ce président et la durabilité de cette vision. Il était évident que lorsqu'il a lancé même cette initiative des 100 jours, le pays n'allait pas être transfiguré en 100 jours. Et il fallait être fou pour croire une chose pareille. C'était 100 jours de communication, c'était 100 jours pour que la Première ministre continue son travail et qu'il voit s'il l'a conservé ou s'il l'a remplacé. C'était 100 jours avant un potentiel remaniement. Mais tout cela, de vous à moi, s'apparente plus à de la tambouille politicienne qu'à un horizon tracé pour la France. Moi, j'aurais aimé que le président dise « Non, j'ai pas 100 jours, j'ai jusqu'à 2027 ». Et dans cet intervalle-là, je vais tout faire pour changer la vie des gens. Voilà mes grands chantiers. Je fais des états généraux sur l'écologie, sur la démocratie, sur la sécurité, sur l'immigration. Mais il n'y a rien de tout ça. Ce sont des ambitions, si vous voulez, au rabais, des ambitions de pacotille. Donc 12 jours de plus ou de moins, effectivement, ça ne va pas changer le pays. Paul Melun, diriez-vous, on est à 88 jours, donc quel bilan vous feriez de ces 88 jours? Est-ce que vous diriez qu'Emmanuel Macron est encore plus affaibli après la semaine d'émeutes qu'on a subie, qu'au début des 100 jours, qui marquait déjà une période très tourmentée avec les manifs à répétition contre la réforme des retraites? Mais écoutez, ce bilan, alors,
si on veut s'appuyer sur des choses un peu objectives de ce bilan, il y a deux éléments peut-être qu'on peut invoquer. D'abord, les enquêtes d'opinion. Quand on regarde les enquêtes d'opinion, on voit bien que la cote de confiance dans le chef de l'État à l'issue de ces 100 jours est un peu moins bonne. On voit bien que pour les sondages vers les européennes, les scores du président de la République et de son groupe Renaissance ne sont pas extraordinaires non plus. A priori, dans les enquêtes d'opinion, ce serait plutôt Marine Le Pen qui serait devant aux européennes. Et puis ensuite, il y a le pouls du pays. Il y a la façon dont vit le pays, la façon dont vivent les Français. Et je crois que par-delà même les bureaux de sondage, par-delà les analyses, même les miennes d'ailleurs, il faut s'en remettre aux Français. Le président de la République, s'il avait voulu sortir par le haut des crises qu'il a traversées et de ce bilan que moi je qualifierais effectivement d'assez chaotique, mais il faudrait qu'il s'en remette aux urnes, qu'il s'en remette au peuple, ce président. Par quel biais? Une dissolution, une démission? Parce qu'il n'y a que deux manières d'envoyer les gens aux urnes pour un président de la République. C'est démissionner, mais on n'est pas certain qu'il pourrait se représenter. Il faudrait l'appréciation du Conseil constitutionnel comme il a été élu une fois, mais qu'il n'a pas fini le mandat. Ou des législatives. Qu'est-ce qu'il faudrait faire comme élection pour vous? Ou alors un référendum? Voilà, j'allais vous dire, cher Philippe, moi je vous propose la troisième voie, le référendum. Je pense que sur un certain nombre de sujets clés, le président devrait convoquer un référendum. Vous savez ce qui s'est passé là, ces émeutes dans lesquelles il y a eu plus de dégâts qu'en 3 mois en 2005. Ces émeutes qui ont 3 semaines, pardonnez-moi. Ces émeutes qui ont, je crois, attiré l'attention d'une partie de nos compatriotes sur des problèmes très importants d'insécurité, des défis de la décivilisation et de l'ensauvagement. Mais qu'attend le président de la République pour convoquer un référendum? Il faudrait convoquer un référendum sur les questions de sécurité, sur les questions d'immigration. Jadis, sur les retraites, il aurait aussi fallu convoquer un référendum. Mais je crois que la démocratie, voyez-vous, a besoin d'être redynamisée. Nous avons une démocratie qui est atone, qui est fragilisée. Et effectivement, le sentiment des dénis de démocratie successifs fait beaucoup de mal, je crois, à la confiance que les Français ont dans le président de la République. Donc, effectivement, il devrait s'en remettre aux urnes, mais évidemment, il ne le fera pas. Je vous donne un scoop ce midi, parce que le président sait pertinemment qu'il perdrait ces référendums, parce que les Français étaient opposés, par exemple, à la réforme des retraites, et parce que les Français sont bien sûr, dans une immense majorité, opposés à l'immigration massive et au laxisme judiciaire. Mais une question, Paul Melun, on va faire de la politique fiction ensemble. Quand on voit la baisse dans les sondages de la NUPES suite aux émeutes et aux prises de position qui ont été celles notamment de Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'une dissolution, ce serait pas une bonne idée? Parce qu'il n'aurait peut-être pas de majorité absolue, comme aujourd'hui, mais beaucoup de gens voteraient pour faire barrage aux candidats de la NUPES, et on peut constater que l'opposition Rassemblement National ou les Républicains est beaucoup plus calme dans l'hémicycle que l'opposition NUPES. Ah, vous n'avez pas tort. Je pense que le moment de dissolution... Je vous pose la question. Bah oui. Bah écoutez, vous avez raison. Je ne suis pas visiteur du soir du président de la République. Enfin, si j'étais de ce club très fermé auquel je n'ai absolument pas envie d'appartenir, il est possible que je recommande au président de la République de dissoudre maintenant, parce qu'effectivement, le ministre Darmanin, dans son action, Dieu sait que j'ai par le passé pas toujours été tendre avec lui, il a tout de même su, face à ces émeutes, face à un déploiement de forces de l'ordre d'une ampleur absolument incroyable, tenir les choses pour éviter que le chaos ne soit trop important. Par conséquent, tandis que la NUPES et surtout la France Insoumise s'est ridiculisée, et rappelons tout de même que les députés insoumis ont refusé, pour beaucoup d'entre eux, de se lever lorsque Gérald Darmanin a prononcé le nom de policiers qui étaient morts pour la France. Ces gens-là ne se sont pas levés, ils sont restés là, lymphatiques, vautrés dans leur fauteuil. Par conséquent, je pense que les Français leur en tiennent rigueur, en témoignent les enquêtes d'opinion. Donc vous avez raison, les insoumis ont créé eux-mêmes les conditions de leur propre déchéance électorale, puisqu'ils vont créer des votes de barrage. Et aujourd'hui, les Français auront le sentiment de tout sauf la France insoumise et de faire un barrage contre eux, alors même que Jean-Luc Mélenchon aurait pu incarner un candidat de second tour. Il s'est d'office éliminé d'un second tour politique, et dans l'hypothèse où ces candidats aux législatives seraient au second tour, ils seraient probablement balayés par des fronts, disons, anti-France insoumise, un peu comme jadis les fronts républicains, dits républicains contre le Front National, de Jean-Marie Le Pen puis de Marine Le Pen. Et bien là, ce serait extrêmement difficile pour eux d'avoir des députés. Donc on pourrait imaginer, si je fais votre scénario de politique fiction, cher Philippe, on pourrait imaginer que, eh bien, effectivement, le président de la République en sorte quelque part
renforcée, avec quand même une petite attention particulière sur les scores du RN qui, dans l'hypothèse d'une dissolution, serait bien plus fort aussi. C'est vrai aussi. Elisabeth Borne, pour vous, elle va être maintenue à Matignon ou pas, Paul Melun? Mais écoutez, il y a deux choses d'abord là-dessus. Moi, je pensais qu'elle ne serait pas maintenue, parce que je me suis dit, si vous voulez, compte tenu de, comment dirais-je, du bilan des retraites, le président de la République aime bien, si vous voulez, tourner la page, et souvent, et ça c'est l'esprit de la Ve République, je ne le reproche pas à Emmanuel Macron, le Premier ministre étant infusible, il peut être de bon ton de le remplacer, en l'occurrence de la remplacer, à l'issue d'une, entre guillemets, mauvaise séquence. Et de fait, effectivement, les retraites ont été une mauvaise séquence, les émeutes ont été une mauvaise séquence, et donc il serait justifié en termes de stratégie politique pour Emmanuel Macron de remplacer sa première ministre. Maintenant, des échos que j'en ai, il semblerait que ce ne soit pas prévu, que ce ne soit pas à l'ordre du jour, et que Mme Borne ait encore un sursis. Je pense que ce sursis est dû en partie à l'absence de personnel politique dans le camp de la majorité présidentielle, voyez-vous. Je pense que le président n'a pas beaucoup de monde sur le banc de touche. Peut-être que le ministre de l'Intérieur pourrait y aller. S'il avait des ambitions présidentielles en 2027, ce serait même d'ailleurs une mauvaise stratégie d'y aller, parce qu'on sait qu'il finirait de cela essoré, à mon avis. Un candidat voilà, qui est à Matignon se fait toujours essorer à la présidentielle. Absolument, absolument. Souvenez-vous de Dominique de Villepin. Balladur, voilà, même avant, Balladur, Chirac en 88, etc. Balladur, absolument, absolument. Donc voilà, si j'avais un conseil à donner ce coup-ci à Darmanin, je lui dirais n'y allez pas si on vous le propose. c'est midi des conseils, là, Philippe. Oui. Et est-ce que pour vous, qui serait, si jamais Emmanuel Macron, et on va être d'accord peut-être sur ce point, c'est qu'il n'est pas toujours très prévisible, qui seraient les premiers ministrables outre Gérald Darmanin? Ah oui, ça vous avez raison, il n'est pas prévisible. Vous voyez, quand il y avait eu cette rumeur, qui après tout était très bien documentée sur Catherine Vautrin, oui, au moment où il avait hésité à nommer Mme Borne, personne n'avait vu venir Catherine Vautrin. Emmanuel Macron, il est capable, dans des temps troubles comme cela, d'aller vous chercher un Premier ministre issu de la droite, qui serait un élu local, qui serait quelqu'un qui aurait une certaine légitimité du peuple. Je crois que s'il y a un enseignement qu'a tiré le président de la République, et j'espère qu'il l'a tiré en tout cas parce que c'est un bon enseignement, c'est que les ministres et les premiers ministres qui viennent de la société civile, qui n'ont jamais été élus, et qui arrivent tel M. Ndiaye ou tel M. Dupond-Moretti, font souvent les plus mauvais ministres. Par conséquent, les ministres qui ont déjà, je dirais, passez-moi l'expression un peu familière, de la bouteille, sont parfois de meilleurs ministres. Vous voyez, il a conservé, par exemple, Bruno Le Maire à Bercy depuis le début. Monsieur Le Maire, c'est pas un perdreau de l'année, c'est un homme politique d'expérience. Quoi qu'on en dise, c'est un homme qui est extrêmement cultivé, intelligent, qui est à sa tâche. Par conséquent, je pense que c'est plutôt sur ce type de profil-là qu'il misera, sachant qu'il y a une deuxième stratégie, mais c'est une inconnue pour le moment, c'est qu'il pourrait vouloir fracturer les Républicains et aller débaucher un ténor des Républicains pour pouvoir, je dirais, affaiblir CLR qui, par contre, même si, bon, vous allez me dire, ils sont bas, ils peuvent que remonter, mais qui, à l'issue des émeutes, ont, je pense, sous la houlette d'Éric Ciotti, réussi à imposer leur thème, malgré tout. Ils ont parlé de la déchéance de nationalité pour certains délinquants, ils ont parlé d'un discours de fermeté régalienne sur le judiciaire. Donc, je pense, moi, que s'ils voulaient fragmenter LR, ce serait effectivement une des options, une des hypothèses qui serait sur la table. Alors après, je vais pas vous donner de nom, mais il peut très bien récupérer des profils bien identifiés des Français, mais assez peu actifs en ce moment. Voilà, si vous voulez mon avis. Oui. Est-ce que quelque part, si jamais on ne touche pas Elisabeth Borne, un remaniement ministériel profond ne s'impose pas, avec des ministres qui parfois posent vraiment problème, je pense à Pape Ndiaye, je pense à Marlène Schiappa, etc. Est-ce que là, ça s'impose pas dans les semaines à venir, peut-être plutôt à la rentrée maintenant, comme on est mi-juillet? Oui, vous avez raison. Bon, je pense qu'on ne fera pas l'économie d'un remaniement dans les mois qui viennent, ça j'en ai la quasi-certitude. Je me suis laissé entendre qu'au Conseil des ministres, le président de la République avait expliqué à ses ministres qu'il savait ce qu'ils ressentaient, etc. Les ministres eux-mêmes sont assez fébriles. Beaucoup d'entre eux savent très bien qu'ils sont sur un siège éjectable. Vous citiez Marlène Schiappa, l'affaire du fonds Marianne et ses récentes polémiques sont de nature, je dirais, à la fragiliser en tant que ministre. Monsieur Ndiaye a tout de même cumulé un certain nombre de polémiques
qui l'ont rendu assez impopulaire auprès des Français et qui en font un ministre encombrant, en plus d'avoir un bilan calamiteux. Donc je pense qu'effectivement, certains ministres seront sur la sellette, là où d'autres seront, je pense, confirmés ou renforcés. Comme dans tout gouvernement de la Ve République, il y a des hommes forts et puis il y en a d'autres dont le remaniement sert, l'expression est un peu barbare, mais de purge. Et donc, d'éliminer ceux qui, effectivement, politiquement, sont plus un encombrement pour le président qu'une facilitation. Et effectivement, certains profils doivent commencer à préparer leur carton et pourront peut-être quitter leur poste dans les semaines, mois à venir. Oui, bien sûr. Est-ce que le roi est nu, Paul Melun ? Est-ce que le roi est nu? Ça, c'est une bonne question. En tout cas, il y a quand même quelque chose, moi, qui m'intéresse. C'est un des enseignements que je tire quand même de ces 100 jours, et même plus généralement depuis 2017, c'est que notre président de la République, et ça, à la rigueur, c'est pas vraiment de sa faute d'ailleurs, c'est de la faute de l'évolution de notre pays et de son abandon de souveraineté, n'a plus vraiment le pouvoir, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que je pense que le pouvoir est passé entre les mains pour partie, pas entièrement bien sûr, d'institutions internationales, entre les mains de l'Union européenne d'abord, que le président de la République a les mains moins libres qu'avant, qu'aujourd'hui, ceux qui font la loi dans le monde, sans tomber dans le complotisme, ce sont des patrons des GAFA, les big tech, disons c'est Madame von der Leyen, voilà. Mais le président de la République, et plus encore ses ministres, n'ont pas le pouvoir d'actionner les leviers comme le général de Gaulle pouvait le faire dans les années 60, voyez-vous. Je pense que le pouvoir a déserté le politique. C'est pas moi qui le dis. Le dernier à l'avoir dit, j'ai entendu à ce sujet-là, c'est Jacques Attali. Et il a eu raison, Jacques Attali. Il a bien fréquenté le pouvoir, c'est le moins qu'on puisse dire. Il sait de quoi il parle. Et effectivement, oui, le pouvoir, il n'est plus à l'Élysée aujourd'hui, évidemment. Merci beaucoup, Paul Melun, pour toujours un plaisir de vous avoir. Essayiste et éditorialiste, auteur de Libérer la gauche, publié aux éditions du Cerf. Je vous avais reçu dans Berkoff dans tous ses états. Et je le répète, c'est un excellent livre à lire sur la plage ou à la montagne ou chez soi cet été.